Bonjour à Ouais. tous. Oui, c'est bon. Effectivement, recroissance, quel terme à l'heure de la décroissance dans le monde de la RSE. Mais pour mieux comprendre de quoi il s'agit, rapprochons-nous aussi de ce qu'on mesure concrètement aujourd'hui, puisque on peut gérer uniquement ce qu'on mesure, n'est-ce pas? Et quand on regarde aujourd'hui les indicateurs de suivi de l'économie, on prend souvent le PIB comme étant l'indicateur de référence, qui a certaines vertus, mais qui a aussi certains manquements. Et quand on prend le PIB, qui est la somme des valeurs ajoutées, on se rend compte qu'on ne compte absolument pas les externalités négatives finalement de l'économie dans son mécanisme de production et de consommation. Donc on peut le comparer aussi avec d'autres indicateurs, et un indicateur qui est intéressant, c'est le taux de circularité du monde et de l'économie actuelle, qui est de 7,2%. Et qu'est-ce que ça veut dire, 7,2%? Ça veut dire que sur les 100 milliards de tonnes de matières premières extraites chaque année, seulement 7,2% sont réinjectés dans l'économie. Donc quand on part de ce postulat, on se rend compte qu'on est dans un monde sous-optimal et qu'il faut basculer non pas dans une logique d'efficacité par le PIB qui doit croître ou décroître, mais dans une logique finalement d'efficience. Comment je rentre dans ce modèle de recroissance, cette vision long terme, et que je suis capable de faire plus avec moins. Et quand on prend de manière beaucoup plus systémique ce qui est en train de se passer, il y a des changements radicaux au niveau des industries. Tout d'abord, des industries vont être remplacées par d'autres. Nul doute qu'aujourd'hui, les énergies fossiles vont être remplacées par les énergies renouvelables, progressivement, ou on le souhaiterait peut-être moins progressivement et plutôt de manière plutôt accélérée. Et puis ce qui se passe au sein de ces industries. Et au sein de ces industries, notamment deux piliers fondamentaux, c'est-à-dire la sobriété, qui n'est pas un mot barbare, et la circularité. Sobriété au travers de nouveaux modèles finalement qui vont optimiser l'usage des produits. Donc ce qu'on connaît autour de l'économie de la fonctionnalité, la location, le leasing. Donc comment je fais pour utiliser les produits que je mets en marché le plus possible par le plus grand nombre. Et puis la circularité avec des modèles plutôt autour de la réparation, du reconditionnement jusqu'au recyclage qui me permet d'optimiser finalement les matériaux que j'ai mis au sein de l'économie. Donc l'objectif quand on prend toute cette vision-là, c'est de se dire que non seulement j'ai une meilleure maîtrise finalement des ressources que je vais exploiter au sein de mes systèmes, mais au-delà de ça, je vais créer plus de valeur au sens large par produit mis en marché. Et c'est tout cela en fait, la recroissance. C'est non pas une vision décroissantiste qui est de dire qu'on va faire moins, mais finalement on va être capable de faire mieux. Clément vient de donner la vision macro, si je puis dire, mais concrètement, si on prend un point de vue plutôt sectoriel, Laurent, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour un secteur comme la communication d'être une entreprise responsable? Alors, on en a parlé il y a quelques minutes, mais c'est vrai que chez nous, appliqué au domaine de la communication, on parle beaucoup d'entreprises meaningful, et c'était assez intéressant d'avoir la présentation de Corinne assez rapidement, mais en fait, il faut savoir que cette étude, Meaningful Brands, elle a maintenant 15 ans. Elle a été lancée en 2007. À l'époque, ça s'appelait Sustainable Future. Et c'était juste avant la crise de 2008, ce qui fait que, évidemment, le timing était assez peu favorable, on va dire. Mais on a choisi de creuser sillon parce qu'on était en effet convaincus que les entreprises devaient s'attacher à faire plus que vendre des services et des produits et qu'elles devaient travailler à améliorer les bénéfices individuels et les bénéfices collectifs. Et donc, bénéfices collectifs, on parlait évidemment de la création d'emplois, on parlait du respect de l'environnement. Ça semble évident aujourd'hui, ça l'était beaucoup moins à l'époque. Donc on regarde beaucoup les choses sous ce prisme de la meaningfulness. Ça nous permet de tirer des diagnostics pour les entreprises sur la perception des consommateurs, mais aussi de mettre ça en regard des actions des entreprises et de leur communication. Et de ça, on arrive à tirer en général des gaps, des diagnostics qui nous permettent d'orienter la communication de nos clients. Alors après, je dirais ça, c'est pour nos clients. Et évidemment, quand on parle de meaningfulness, de meaningful de sens de valeur pour nos clients à longueur de journée, on a intérêt à être relativement irréprochable sur le sujet. Donc on s'attache nous-mêmes à être meaningful, donc en travaillant tout un tas de volets sur notre politique RSE. Et ça, c'est être une entreprise responsable. Cécile, évidemment, quand j'entends Laurent parler de valeurs, évidemment, les valeurs s'adressent plutôt aux humains. Vous gérez cette composante humaine en tant que DRH. Dans quelle mesure est-ce que la fonction RH, aujourd'hui, elle s'inscrit dans la performance globale de l'entreprise? Bien évidemment, l'humain est au cœur de la performance de l'entreprise. On ne fait rien sans les hommes. Nous, chez Klépierre, donc pour rappeler notre activité, on gère des centres commerciaux
parmi les plus gros centres commerciaux en Europe, sur 12 pays. Et on gère un actif assez important de près de 20 milliards d'euros. Et nous sommes, entre guillemets, que 1000 personnes pour faire cela. Donc forcément, si nous n'avons pas les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, la machine s'enraye rapidement. Et il y a toute une machinerie RH derrière pour faire en sorte que les recrutements fonctionnent bien, que l'on propose une bonne intégration, une bonne gestion de carrière, des opportunités, de la visibilité. Et on se rend compte que on est sur un marché où, pour attirer les bons profils et les fidéliser à long terme, on a véritablement besoin de travailler une proposition de valeur. Et ça nécessite pour nous d'avoir un vrai regard sur notre stratégie RH. Nous, chez Klépierre, et je crois que je ne suis pas la seule convaincue, parce qu'en tant que RH, souvent le RH est convaincu de la performance qui vient des humains. Mais le CEO, avec qui je travaille, en est convaincu également. La fonction RH a une vraie place autour de la table pour prendre des décisions, parce que si on n'a pas les bons profils bien formés au bon endroit, ça ne fonctionne pas. Et on a besoin d'équipes engagées. Et je crois que ce qui a changé au cours des dernières années, et là il y a une vraie révolution de la fonction RH, c'est que l'on mesure. On est en capacité maintenant d'être une aide à la décision des business leaders à partir de données très concrètes. Et lorsqu'on lance des initiatives, qu'il s'agisse d'un plan de diversité pour améliorer la diversité au sein de nos équipes, qu'il s'agisse de plans de formation, de plans de changement, de transformation, parce qu'on parlait de transformation tout à l'heure, on pose des chiffres et on mesure systématiquement le retour sur investissement pour être dans l'efficacité de ce que l'on fait. Et c'est là où ça devient compliqué en RH, parce qu'on gère de l'humain. Il y a toute une partie qui n'est pas mesurable, et nécessairement, et d'ailleurs c'est ce qu'on aime dans notre métier, gérer l'impalpable et gérer toute la relation culturelle. Mais on est de plus en plus crédible si on est en mesure de démontrer que l'on s'améliore constamment sur le temps de recrutement, sur le retour sur investissement des formations que l'on propose, et sur le système de mesure que l'on peut proposer globalement. Clément, dans votre livre, vous défendez la notion d'ère du mieux. C'est quoi l'ère du mieux ? On a parlé dans les présentations précédentes de créer des nouveaux imaginaires et des nouveaux narratifs. Et donc l'ère du mieux, qui est donc l'application finalement de cette recroissance, on l'aperçoit, et je le décris dans le livre, dans l'intégralité des secteurs, qu'il y a des initiatives qui sont lancées pour permettre à tout un chacun de mieux se loger, de mieux se déplacer, de mieux consommer, mieux s'alimenter, mieux se cultiver. Et on le sent aujourd'hui que c'est une demande du consommateur, et c'est de plus en plus poussé par les entreprises qui cherchent justement à le quantifier et le rendre crédible pour leur marque et pour leurs consommateurs. Vis-à-vis de ça, il y a un concept, je pense qu'en termes de nouveaux narratifs, il y a une évolution, passer de l'homo economicus qu'on est aujourd'hui à des homo circularus qui vont s'approprier finalement ces nouvelles notions et ce mieux finalement. Et quand on voit, si je vous donne l'exemple pour un secteur proprement parlé et puis d'une entreprise, si on prend notre rapport au transport et à la mobilité, nul doute, comme je le disais, qu'on va passer sur des manières de se déplacer qui seront décarbonées. Cependant, on ne va pas pouvoir faire ça avec des batteries dans des SUV électriques, où on va avoir une consommation absolument gigantesque finalement des terres rares qui vont constituer les batteries. Donc il va falloir qu'on conçoive des véhicules qui vont répondre à des besoins de mobilité dans les villes, dans les campagnes, etc. Donc déjà, il y a un premier point sur la conception ici. Développer tous ces services sur faire en sorte que ces véhicules durent le plus longtemps possible. Et puis, comme c'est des matériaux rares qui sont à l'autre bout du monde, très difficiles à approvisionner, à traiter, très émetteurs dans la transformation, j'ai plutôt intérêt à faire en sorte que ces véhicules ils tournent bien et que je récupère les batteries, que je puisse les recycler. Et enfin, c'est ma relation, moi, en tant qu'usager, avec ce que ça veut dire que de me déplacer d'un point A à un point B. Est-ce que je vais être forcément propriétaire de ma voiture ? Aujourd'hui, on voit que c'est plutôt une tendance qui est en train de se réduire. Est-ce que je ne vais pas plutôt aller sur des véhicules d'occasion ? Ça aussi, c'est le marché qui est en train d'exploser plus que la première main, finalement. Et puis tout ça, quand on le met ensemble, il y a des entreprises exceptionnelles, et j'en ai une en tête qui s'appelle The Future is Neutral, qui est une joint venture entre Groupe Renault et Suez, qui ont décidé finalement d'aller s'attaquer à tout le marché du véhicule hors d'usage, que ce soit des véhicules accidentés, des véhicules qui ont 20, 25 ans, etc. Et de se dire, nous, on part du principe qu'on va être capable de démanteler l'intégralité de ces voitures pour récupérer les pièces détachées, les remettre en service, ou alors, en boucle fermée, les faire revenir dans les usines pour avoir des véhicules qui correspondent à ces besoins-là. Et donc là, on change complètement de narratif, finalement.
Nous, en tant que citoyens, quand le véhicule arrive en fin de vie, on est acteur de ce changement, puisqu'on va permettre Renault de le faire. Renault, enfin The Future is Neutral, est acteur de ce changement, puisqu'il va lui-même investir dans ce marché-là et y croire de manière tangible. Et donc c'est ça qui va permettre de créer ces nouveaux narratifs et d'aller vers le mieux. Laurent, évidemment, c'est des sujets sur lesquels vous réfléchissez beaucoup. Et avec l'ensemble du secteur, Clément disait, c'est souvent des collectifs, hein, ce n'est pas que des entreprises de façon singulière, même s'il y a aussi des initiatives singulières par entreprise. Et dans le cadre des États généraux de l'information, est sortie cette notion d'impact démocratique que vous avez mentionnée rapidement tout à l'heure. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Moi aussi. Non, c'est assez récent en fait. Mais c'est vrai que le point de départ, c'est de dire l'information, c'est un bien commun, c'est un bien public. Et la capacité de s'informer, c'est un prérequis pour permettre à tout individu d'exercer son droit de citoyen. Donc quand on a énoncé ça, il y a des constats qui sont quand même assez alarmants sur les dangers qui menacent l'information. Il y a même le New Yorker qui a titré il y a quelques semaines en parlant d'extinction de l'information, donc c'est assez fort. Et j'ai été assez frappé par la sortie des conclusions des États généraux de l'information et notamment les mots de Bruno Patino qui disait que l'information faisait face à 4 grands mouvements. D'une part, la marginalisation de l'information, c'est-à-dire que les individus sont exposés à tout un tas de messages et qu'au sein de ces messages, la part de l'information est de plus en plus faible. D'autre part, la décrédibilisation de l'information, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de désinformation, de fake news, etc. La polarisation, mais ça c'est quelque chose dont on parle énormément sur le marché français de l'information, et la paupérisation. Et la paupérisation, ça pose la question d'un financement pérenne pour les sources d'information, là encore pour défendre la démocratie, pour permettre à tout un chacun d'exercer son droit de citoyen. Donc l'impact démocratique, ça pourrait être par exemple, et c'est une des propositions des États généraux de l'information, de flécher les investissements publicitaires des marques pour pouvoir identifier quelle est la part des investissements publicitaires et marketing qui vont vers les médias qui produisent de l'information, information sûre, vérifiée, fiable, etc., par opposition notamment aux plateformes numériques. Comment est-ce que vous allez traduire ça chez Havas ? On est en train d'y réfléchir, c'est un sujet qui est assez sensible. On a eu l'occasion, dans le cadre de la réflexion avec nos clients, de mettre en place un comité de parties prenantes qui nous a permis de confronter certaines initiatives à des clients ou d'autres personnalités de la vie publique. On a été assez surpris des premières réactions par rapport à notre intuition, qui était de mettre en place un index justement sur ce sujet-là, c'est-à-dire un index qui permettait de suivre la part des investissements marketing, encore une fois, sur les plateformes versus les médias d'information. Je rappelle que les États généraux proposent même de sanctuariser et de publier cette information-là dans les éléments extra-financiers des rapports annuels. Donc on est en train de creuser le sujet. Clément, vous pensez que l'engagement collectif, là on sent bien qu'il y a tout un écosystème qui réfléchit et qui essaye de proposer des solutions, l'engagement collectif, c'est un pilier d'une stratégie responsable, performante ? Par performance dans la durabilité, on va dire la boussole réelle, c'est la résilience finalement. Et comprendre ce que c'est que cette résilience. Donc effectivement, il y a un mouvement collectif qui est en train d'émaner, qui est très puissant. Et pour ça, on va prendre quelques chiffres juste pour se projeter. Quand on prend l'économie de la décarbonation, dans les 30 années qui viennent, on va consommer autant de métaux qu'on a consommé depuis le début de l'histoire de l'humanité. D'accord ? On a, dans les faits aussi, quand on prend tout ce qui est processus de production, extraction de matières premières, c'est 55% des émissions de gaz à effet de serre, 40% des effets de particules sur la santé. Et ensuite, quand on regarde les matériaux, on voit qu'ils ne sont pas infinis, puisque nombre d'entre eux, en fait, sont classés comme étant critiques ou stratégiques. Donc cette notion de performance par la résilience, elle est clé. Et c'est une discussion que j'ai actuellement aussi avec les clients sur comment je fais pour faire basculer mon business model, et pas seul, pour justement préserver la ressource, l'usage, et limiter le gaspillage. Et donc, quand on se dit ça, quoi faire ? Et quoi faire, c'est vraiment accélérer de manière ultra rapide la création de ce marché de la circularité pour justement les pouvoirs publics. Ça sous-entend de jouer le jeu au travers de réglementations qui sont incitatives pour flécher, comme on disait, sur ces marchés-là. Ça va être aussi investir sur des infrastructures qui sont un coût que ne peuvent pas accepter certaines entreprises parce que c'est trop conséquent pour elles à l'amorçage de ces modèles. Les entreprises, c'est de collaborer. Il y a des initiatives aujourd'hui de co-compétition. Dans le café, par exemple, Nespresso et Illy Café avaient fait des collaborations justement pour avoir des capsules qui étaient les mêmes.
pour s'assurer effectivement des boucles retour sur l'aluminium et puis gérer correctement finalement les déchets de café. Et puis le citoyen, on a dit, c'est qu'il soit éveillé, qu'on lui donne toutes les clés de lecture pour jouer le jeu. Et c'est effectivement ce mouvement collectif finalement entre les entreprises qui vont se structurer par des partenariats pour avoir suffisamment de volume ou des compétences, les citoyens qui, parce que l'entreprise communique aussi ces informations, va pouvoir l'aider, les sensibiliser à justement s'impliquer sur ces modèles parce qu'ils le souhaitent, et puis les pouvoirs publics sans qui finalement, si on n'est pas suffisamment regardant sur comment on encourage les entreprises à aller sur ces initiatives, on va pas pouvoir y arriver. Donc chacun a son rôle à jouer dans cette partition, mais c'est un mouvement effectivement collectif. Cécile, en tant que DRH, vous gérez le collectif. Et pour reboucler avec la performance, vous avez mentionné tout à l'heure que quand on gère de l'humain, effectivement, c'est difficile de tout mesurer. Alors comment vous faites ? Eh bien, on cherche à mesurer quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que tout est presque mesurable. Nous, actuellement, on s'attache à mesurer ce que l'on a fait depuis 4 ans au sein des ressources humaines. Il y a 4 ans, on a lancé un grand plan de modernisation de la fonction RH. Et on a regardé les différents leviers de l'engagement des collaborateurs. On a modernisé nos environnements de travail énormément. On a pris la roue de la flexibilité, du travail à distance, des nouvelles organisations du travail. On a lancé des initiatives en matière de diversité pour accueillir plus de femmes dans nos équipes de management. On a revu complètement nos plans de formation. On a travaillé la culture, les valeurs. On a fait beaucoup d'événementiels, beaucoup de formations. On a accéléré sur les mobilités. Et aujourd'hui, on cherche à mesurer ça. Alors, il y a différentes formes, différents systèmes de mesure. On a un système d'information RH qui est maintenant dans les entreprises assez performant. Les entreprises investissent beaucoup là-dedans. Et ça, c'est ça qui est nouveau depuis les dernières années. Et on est aujourd'hui capable de mesurer complètement la démographie des équipes, mais aussi l'absentéisme, les taux de rotation, les temps de recrutement, les coûts de recrutement. On peut mesurer tout cela. Aujourd'hui, nous, on est assez fiers de dire qu'on a atteint nos 50% de femmes au sein du comité de direction, nos 40% de femmes dans nos équipes de management. Ça, c'est le résultat d'initiatives qui étaient à la fois très objectives, mais aussi très culturelles. Donc ça, c'est difficile à mesurer, mais les résultats sont là. De la même façon, on a réussi à stabiliser notre taux de ce qu'on appelle le turnover, c'est-à-dire le départ des salariés de l'entreprise. Pour nous, c'est un résultat direct d'avoir des entreprises, des collaborateurs qui restent avec nous et que l'on parvient à fidéliser sur le long terme. Il faut savoir que nous, aujourd'hui, on a diminué à peu près 14% notre taux de turnover, ce qui est important. Et ça, c'est une vraie problématique pour les entreprises. Nous, 14%, on est assez fiers de ça. Ça a diminué, sachant que parmi nos concurrents, on a des taux qui grimpent jusqu'à 30% aujourd'hui de départ de collaborateurs des entreprises. Donc c'est un coût énorme qui impacte directement la performance de l'entreprise. Parce qu'il faut reformer, recruter à nouveau, et ça génère beaucoup d'instabilité. Donc on mesure beaucoup de choses. Et nous, on a un autre résultat important, on mesure l'engagement des collaborateurs. On s'est adjoint les services d'un partenaire externe qui travaille et qui est spécialiste de la question de l'engagement. Qu'est-ce qui fait qu'un collaborateur est engagé ? Alors il y a pas mal de leviers. Et ce dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire la stratégie d'impact, l'engagement en RSE, tout le narratif de l'entreprise et sa communication sur ces sujets d'investissement sociétal, social et de gouvernance est très très important pour l'engagement des collaborateurs. Et on s'en rend compte, nous on l'a mesuré. Notre engagement, il a grimpé de 73 à 79% au cours des 2 dernières années. Je crois qu'on est aujourd'hui sur un taux d'engagement de plus de 85% sur cette réponse sur le thème RSE spécifiquement. Après, il y a plein d'autres critères. Il y a la qualité managériale, il y a la qualité du leadership, la clarté de la vision. La communication est un thème en tant que tel de mesure de l'engagement des collaborateurs. Donc, pour mesurer, on a des data RH, une enquête d'engagement. On fait aussi beaucoup de co-construction. Et puis, il y a toute la partie qu'on ne mesure pas. Et là, on essaye de processer au maximum des remontées d'informations pour essayer d'avoir une approche par le risque. C'est-à-dire tout ce qu'on ne peut pas mesurer. On ne peut pas mesurer tout ce qui provient de l'interpersonnel. On n'est jamais certain que des personnes vont bien s'entendre, on n'est jamais certain qu'il n'y aura pas de conflit, on n'est jamais certain qu'on ne fera pas des erreurs au recrutement sur les profils.
Et ça arrive. Et dans ces cas-là, ce que l'on fait, c'est on met en place des processus d'évaluation des risques et des dispositifs de remontée d'alerte. On a un dispositif d'alerte pour remonter les risques, les problématiques de harcèlement ou de conflit. On a aussi des équipes RH qui restent en proximité des équipes parce que malgré tout, les ressources humaines resteront toujours un métier de contact, je le crois, et je crois que les ressources humaines jouent un rôle de régulateur très important. Ils passent leur journée quand même à rencontrer des hommes et des femmes, donc c'est ce qui est important. Merci à tous les trois d'avoir un peu déblayé les thématiques que nous allons adresser tout au long de cette matinée de conférence.